Bonjour à tous, nous sommes de retour sur cette émission après un bon moment de pause et en découvrant justement ou en tombant sur une grosse actualité, la mouvance à Patrice Talon qui a désigné son candidat pour la prochaine présidentielle au Bénin, notamment d'avril 2026. Nous allons en faire notre principal sujet de ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue donc sur ce qu'il fallait démontrer. Anissé Kalosoke, bonjour. Bonjour Tanguy. Il y a eu un moment. Oui, effectivement. Et on se retrouve avec un gros morceau. Romuald Wadani, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, qui a justement décroché cette chance de représenter la mouvance à la prochaine bataille présidentielle. On abordera donc, comme je l'ai dit, le sujet dans tous les sens. On va déjà observer l'avant, le pendant et puis l'après désignation avec les premiers pas qui ont été posés et surtout la réception au sein donc de l'opinion publique et de la masse populaire. On va commencer déjà par l'avant désignation. Il y a eu beaucoup de tractations, Anissé Kalosoke, des acteurs qui se sont mis même au premier plan. Joseph Djogbenou, dans une certaine mesure aussi le président de l'Association nationale des communes du Bénin et bien d'autres qui ont agité en tout cas leur envie de bien porter les couleurs de la mouvance. Et puis on a eu aussi quelques vents de schémas permettant, qui devraient permettre à désigner ce candidat-là, à savoir, mettons une course à l'interne qu'on a agité, ce n'est pas venu. Puis après, on a annoncé un comité qui devrait réfléchir à désigner à partir d'un certain nombre de critères, je dois dire le profil idéal. Ça aussi, ce n'est pas venu. Et puis, du jour au lendemain, Romuald Wadani. Alors, pourquoi est-ce qu'on a traversé toutes ces tempêtes et ces agitations? Alors, pourquoi toutes ces agitations? Parce que le sujet nécessite effectivement que chacun manifeste le désir d'occuper la fonction et le fasse savoir. Et donc, parce qu'il y avait un certain nombre de velléités, il était normal de penser que ça serait des échauffourées pratiquement, une grève fratricide à la limite. Absolument. Pour désigner le candidat de la mouvance présidentielle. Donc, chaque candidat, enfin, chaque personne qui se destinait à postuler à cette candidature avait des partisans qui, peu ou prou, faisaient une petite agitation à l'interne pour qu'on sache au moins que de ce côté-là ou de l'autre, on a des envies. Donc, il y avait des prétendants qui étaient très sérieux et on pouvait penser que on aurait beaucoup de difficultés à désigner le candidat, d'autant que tous les schémas par lesquels on pensait qu'on pouvait trouver un consensus paraissaient compliqués. Et lorsque le gouvernement est allé en congé, et que nous avons fait pareil aussi, parce que nous savions que dès le retour de Patrice Talon, il y aurait un coup d'accélération. Et dès qu'il est revenu, il a convoqué une réunion et au moment même où les scrutateurs commençaient à se positionner pour savoir quel est le schéma qui sera adopté pour la désignation du candidat, eh bien, on nous sort un nom. Et il n'a pas suffi de sortir le nom. On a vu que tout le monde, à l'unanimité pratiquement, était d'accord avec ce nom. En tout cas, au sein de la mouvance. Il y a eu sans aucun doute des tractations à l'interne pendant que nous pensions qu'il ne se passait rien du tout. Et je pense qu'il y a eu un travail de fond qui a permis de mettre tout le monde d'accord sur la candidature de Romuald Wadani avant même que ne se tienne la réunion qu'il a à la fin désignée. Est-ce que ça n'aurait pas été bien, en tout cas pour le crédit de la réforme du système partisan, qu'on soit passé par des schémas un peu plus démocratiques que le consensus? Alors, la démocratie, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une décision à prendre, que vous soyez une majorité à la prendre. C'est ça la démocratie. Et ce n'est pas forcément lorsque le vote est public qu'il est valable. Donc, s'il y a eu des tractations à l'interne et qu'une majorité s'est dessinée à l'interne, c'est de la démocratie. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas fait sur la place publique qu'on dira que le schéma qui a conduit à la désignation n'était pas du tout démocratique. Je pense qu'une majorité s'est affichée et même pratiquement à l'unanimité. Donc, la démocratie, c'est rien d'autre que ça. On a vu quand même que les ambitions avaient été suffisamment agitées jusqu'au dernier jour. Est-ce que ça ne dénote pas de la surprise au sein même, je dois dire, de la mouvance présidentielle? On a même l'impression que tous les acteurs, en tout cas majeurs, n'étaient même pas informés de ce choix. Il y a certains acteurs qui étaient informés,
mais qui avait certainement bien gardé le secret. Parce qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'on appellerait les gens comme ça du jour au lendemain pour leur jeter à la figure que c'est elle qui sera le successeur de Patrice Talon. Il y a, depuis un moment, une certaine tendance qui désignait déjà Romuald Wadagni comme celui qui avait le plus d'atouts pour succéder à Patrice Talon. À l'interne, ça se savait déjà. Parce qu'il y avait beaucoup de concurrents, comme je le disais tantôt, mais lorsqu'on évalue les atouts de tous les candidats à compétences égales, Romuald Wadagni avait l'avantage d'être resté aux affaires pendant pratiquement 10 ans et avait géré un secteur absolument sensible, qui est celui de l'économie et des finances, auquel on a ajouté la coopération. Et ça, c'est une expérience de plus qui faisait un avantage que les autres candidats ne pouvaient pas avoir. Donc, en toute objectivité, celui qui a été désigné avait le plus d'atouts pour être effectivement le successeur. Venez-en à la désignation. C'est vrai que j'ai forcé beaucoup à écouter au pod. Je n'ai pas entendu beaucoup de bruit. Vous avez appris comment ça s'est passé? Ou bon, on a réuni tout le monde le matin pour leur dire, bon, voici votre candidat, allez, battez campagne maintenant? On peut avoir le sentiment que c'est ce qui s'est passé, mais je reste convaincu qu'il y a eu des tractations, qu'il y a eu des négociations, et que pendant toute la période de congé, tout le monde n'est pas allé en congé. Il y a eu des conciliabules, il y a eu des rencontres à huis clos, et je pense que le consensus s'était déjà dessiné avant même que la réunion se tienne. Il est possible qu'un certain nombre de personnes au sein de la mouvance présidentielle n'aient été associées à rien du tout, mais les principales personnes qui devaient peser de tout leur poids dans la désignation du candidat devaient absolument être informées, et je pense que ces personnes étaient informées. C'est pour ça que nous n'avons pas eu de remous par la suite. La seule chose qu'on ne peut pas vendre, en tout cas à un acteur politique, qu'il soit béninois ou d'ailleurs, c'est l'humilité, la modestie pour se plier justement à une décision dans un contexte comme celui-là, c'est-à-dire l'aspiration à un fauteuil présidentiel. Alors que tout le monde soit tu comme ça, ce n'est pas aussi surprenant. Non, c'est pas surprenant. Que tout le monde soit fait allégeance. C'est pas surprenant parce que tout le monde est dans un schéma gagnant. Et lorsque cela ne vous arrange pas, lorsque ce n'est pas dans votre intérêt de vous rebeller contre une décision qui est faite à une large majorité, vous vous faites harakiri. Donc, ceux qui ne veulent pas se retrouver en difficulté n'avaient aucune raison. Quelle difficulté? C'est la démocratie au sein du parti. Je peux dire, je ne suis pas d'accord. Et le dire ouvertement sur la place publique, sans forcément avoir de représailles. Et continuer à soutenir le choix. Il n'y aurait eu aucune représaille. Mais vous seriez retrouvé en minorité. Et ce n'est pas bon pour votre image. Parce qu'il est clair que, tel que ça s'est passé, et avec le consensus qui s'est dessiné, même s'il y avait eu quelques personnes qui avaient eu des velléités de protestation, ces personnes se seraient retrouvées en minorité. Parce qu'une grande majorité se serait déjà dessinée autour du candidat. Et quel intérêt avez-vous, vous, à montrer que vous n'êtes pas d'accord avec un schéma que vous ne pouvez pas changer parce que vous êtes minoritaire? C'est comme si on faisait des primaires, que vous perdez ces primaires-là, et que vous venez sur la place publique dire, bon, ben, parce que ce n'est pas moi qui ai été choisi, celui qui a été choisi n'est pas le bon. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous appartenez à la même majorité et que cette majorité est unie et veut gagner. C'est très important. On a dénié le profil politique à Romuald Wadagni, alors qu'on veut un acteur politique, enfin, issu des partis politiques. Et certains langues disent, il n'appartient même pas à un parti politique, il a démissionné en temps de l'Union progressiste, le renouveau. Il y a encore que quelque part, on a secoué un peu les bases de la réforme du système partisan. Oui, parce qu'effectivement, il était dit que ce sont les partis politiques qui allaient adouber une candidature. Mais pour ce que je sais, la loi ne dit pas non plus que le candidat choisi doit être nécessairement membre du parti. À partir du moment où c'est le parti qui l'identifie et qui le choisit, il n'y a aucun problème à ça. Maintenant, par rapport à l'ancrage politique, à partir du moment où c'est le parti politique qui l'a adoubé, c'est déjà son parti. Et donc, toutes les bases de ce parti-là lui appartiennent déjà. Mais je pense que
c'est un faux procès qu'on fait à Romuald Wardani de penser que politiquement, il est tout à fait... Ah ouais? Oui, je pense que c'est un... Parce qu'il appartient à une communauté, il appartient à une région, il appartient... Ça ne suffit pas. Tout le monde appartient à une communauté et puis ça ne fait pas de chacun un acteur politique. Il n'y a pas non plus d'acteur politique qui ait un électorat national. Tout le monde a un électorat localisé. Et depuis que Romuald Wardani a été désigné, si vous observez bien, vous verrez qu'il ne manque pas de fief. Il y a bien un endroit dans le pays. Ah bon, c'est où ça? Il y a bien une région à laquelle il appartient et qui a pris à bras le corps cette candidature et considère que c'est sa chose. Au nom peut-être de la fierté, sinon que le contact et l'intimité politique qu'il devrait avoir entre un leader et sa base, ce n'est pas si évident avec la relation qu'on a entre Wardani. Il n'est pas dit que c'est le leader politique qui maîtrise le terrain, qui fait un bon président de la République. Et Romuald Wardani n'est pas totalement dans un terrain de virginité lorsqu'on parle de politique, parce qu'il parle avec des acteurs politiques. Il a même été membre de l'UP, et membre du bureau de l'UP. Si à un moment il a choisi de reprendre cette distance, c'est peut-être pour des raisons probablement liées à la candidature que nous avons aujourd'hui. Bon, donc il n'est pas totalement étranger à ce milieu-là, et je pense qu'il est arrivé même un moment où il y a des cellules qui se constituaient dans le pays par rapport à un soutien éventuel à sa candidature. Tout ça s'est arrêté à un moment parce que lui-même l'a désigné, il ne se sentait pas trop d'attaque. Je pense qu'il ne voulait pas mettre la charrue avant les bœufs, il voulait que ce soit en toute liberté qu'on le désigne. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et à partir du moment où il a été désigné, vous verrez qu'il n'est pas si étranger que ça sur le terrain politique. Écoutez, Ousmane Batakor, on dirait que tout le peuple a dormi pendant qu'on travaillait, parce que bien avant même, je dois dire, les grandes tractations et du vivant même du père du concerné, il me semblait que le nom avait été déjà agité. C'est bien ce que je vous disais tantôt. C'est pas sorti de nulle part. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'action visible sous les caméras, mais je pense que de façon tout à fait discrète, il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans l'ombre. Et si cette candidature ne surprend pas au sein de la majorité présidentielle, c'est parce qu'elle avait été considérée depuis un moment comme une éventualité sérieuse. Mais on a bien l'impression que ça devient quoi? Le pouvoir, ça devient comme un petit bien paternel en griffe que le père politique peut passer à son fils politique. Non, mais quand vous raisonnez comme ça, c'est un peu comme si le candidat n'avait pas de mérite. Je vous disais tantôt que parmi les personnes qui avaient des prétentions, il avait, lui, un atout majeur. C'est qu'il a été aux affaires depuis 2016. Mais il n'est pas le seul. On a vu quand même un certain... D'ailleurs, même, je pense qu'il est même plus chargé que le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de la coopération, un certain José Didier Tonato, qui, à lui tout seul, draine quoi? 4 wagons de ministère depuis un bon moment maintenant. Oui, c'est vrai. M. Tonato est l'une des grosses chevilles ouvrières de l'équilibre de la rupture. De la rupture, mais je ne pense pas qu'à titre personnel, il ait voulu faire quoi que ce soit. On ne l'a pas interrogé. On l'a pas interrogé. Enfin, publiquement, on ne l'a pas interrogé. Mais je considère aussi que la gestion de l'économie et des finances est une position charnière qui va au-delà d'un simple département ministériel. Et je pense que c'est à dessein que le volet de la coopération a été rajouté pour faire de Romuald Wardani l'interlocuteur principal de tous les partenaires techniques et financiers du Bénin. Donc, à ce niveau, je pense qu'il a un avantage certain sur les autres par rapport à la préparation vers l'accomplissement de cette fonction. Alors, on veut nous convaincre d'une manière ou d'une autre qu'il a un profil politique et un ancrage politique. Alors, voyons un peu son parcours. Il a fait de hautes études, ça c'est clair. Il a été recruté par un cabinet comptable, d'audit et comptable à l'international, où il a fait quelques années pour ses preuves, et puis il a atterri dans un gouvernement. Est-ce que ça suffit comme expérience, comme bagage, pour porter un pays comme le Bénin, démocratique? Peut-être qu'au moment où il est arrivé en 2016, il n'avait pas ce profil pour porter le pays. Mais depuis 2016, les principales réformes qui ont conduit à l'élargissement de l'assiette fiscale et à l'accroissement des ressources de l'État pour réaliser tout ce que nous avons aujourd'hui sont de son fait.
Parce que, vous savez, on a tendance à caricaturer le bilan de Patrice Talon en disant, d'une part, il a fait des réformes politiques, la réforme du système partisan qui restreint les libertés, et de l'autre côté, il a construit des infrastructures. Donc, il a fait des réformes pour restreindre les libertés parce qu'il avait des infrastructures à construire, et que donc, tout ce qu'il a fait en réalité se limite à ces deux choses-là. Et pourtant, c'est faux. Parce que, dans le fond, les véritables réformes, les réformes les plus significatives qui ont été engagées sous la rupture, concernent les domaines comme l'économie, la finance, le budget et même les procédures fiduciaires. Parce que il faut voir d'où nous sommes venus et où nous sommes aujourd'hui. Hier, il y avait une certaine pagaille dans la gestion des ressources de l'État, dans la collecte même des ressources de l'État. Nous avions des douaniers qui étaient riches de ce qu'ils mettaient dans la poche. Et ils continuent d'être riches actuellement. Ça ne peut plus ressembler du tout à ce que c'était hier. Peut-être qu'ils en ont toujours. Et qu'il ne faut pas oublier, hein, leur métier leur permet d'avoir des avantages. Absolument, ça c'est clair. Et puis ce n'est pas interdit à un douanier d'être riche non plus. Donc, mais hier, ils étaient immensément riches. Les travailleurs des impôts étaient immensément riches. Les Béninois jonglaient avec les impôts. La norme que nous avions avant 2016, c'était de ne pas payer les impôts et d'aller négocier. Lorsqu'il y a des problèmes, on allait négocier. Et la négociation passait toujours. Il n'y avait aucune raison de vous refuser la négociation, surtout quand vous êtes un acteur politique. Quand vous allez dans les marchés publics, vous surfacturez énormément et vous devenez riche du jour au lendemain parce qu'il n'y avait aucune nomenclature de prix. Lorsque vous collectez la TVA de l'État, vous gardez la TVA de l'État, vous ne le reversez pas et c'est avec ça que vous continuez de jouer à l'homme riche et d'avoir d'autres marchés publics. Vous pouvez faire plusieurs missions officielles en même temps alors que vous n'y étiez pas. Vous voyez, et tout cela a été corrigé progressivement par des réformes. Et ces réformes ont touché notre vie quotidienne parce que justement, on a fermé beaucoup de portes de déperdition de l'argent et ça s'est répercuté sur le panier de la ménagère. Donc, tout ce que l'État a pu collecter depuis 2016 est le fruit de ces réformes-là. Et si nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller sur le marché pour aller lever des fonds, même à des niveaux où on ne soupçonnait pas le Bénin de pouvoir y aller, c'est parce qu'il y a eu une certaine maturité, je vais dire, dans la gestion des... Ou bien un certain contact. Je rappelle qu'il provient d'un cabinet qui n'est pas le cabinet du petit quartier. Ce n'est pas que des contacts, parce que personne ne vous prêtera de l'argent si vous n'avez pas... Si vous êtes son bon ami. Si vous n'avez pas une gestion saine qui permet à celui qui vous emprunte l'argent de le récupérer, vous avez beau être son ami, il ne vous prêtera pas l'argent. Il vous donnera peut-être une part et dira, mon frère, je ne peux pas faire plus. Vous voyez? Donc, on ne prête qu'aux riches. Nous avons une nomenclature aujourd'hui qui permet de dire, ce pays-là, on peut leur emprunter de l'argent parce qu'ils ont la possibilité de rembourser, puisque il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place et qui sont suivis. Donc, à partir de là, tout n'est pas parfait, mais on peut considérer que cette crédibilité que nous avons retrouvée est le fruit de toutes ces réformes-là, et ces réformes, justement, portent une signature. C'est la signature du ministre de l'économie et des finances, qui d'ailleurs, partout en Afrique et dans le monde, est salué comme tel, comme un grand réformateur. Donc, si ces réformes-là ont été faites par lui, et que depuis près de 10 ans, il conduit l'économie et les finances du pays avec autant de bonheur, je ne pense pas qu'il soit la personne la mieux disqualifiée pour occuper cette fonction. Au contraire, il n'y avait que lui, au sein de la mouvance présidentielle, qui puisse effectivement continuer. Quand je dis continuer, ce n'est pas non plus... Est-ce que ce n'est pas le présenter comme le plus intelligent de la troupe qui a accompagné Talon? Pourtant, il a eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. C'est aussi simple que ça. S'il n'avait pas été ministre de l'économie et des finances du Bénin de 2016 à 2025, je pense qu'on n'aurait pas pensé à lui pour succéder. Qu'on l'a désigné. Je rappelle qu'il y a trois fondamentalement qu'on a noté. Le ministre d'État en charge
du Développement, le ministre Ablaye Chane, Chane, qui a réagi à l'international. On a le ministre enfin pas le ministre, le président de l'UPR qui a fait un communiqué aussi. Qui a fait un communiqué. Et puis curieusement aussi un certain maire de Cotonou qui a dû s'obliger en griffe à faire un communiqué. C'est quoi le rapport entre, mettons, ces trois réactions fondamentalement? Non, parce que en fait, ces trois personnalités pouvaient peser d'une façon ou d'une autre dans la désignation du. Ah oui, sérieusement? Au niveau de Ablaye Chane, par exemple, on savait qu'il avait quand même une petite dent. Les langues disaient qu'il avait une petite dent contre le jeune Ouadagni parce qu'il a réussi d'une manière ou d'une autre à se faire attribuer l'autre volet qu'on a arraché, mettons, au ministre du Développement. Oui, vous dites que ça vient d'où cette rumeur-là déjà? Oh bon, écoutez, on est au Bénin, on est dans le milieu politique, il y a et un on certain sait nombre qu'on a eu une partie. Peut-être que c'est ce que les voudraient. Peut-être que c'est ce que les gens voudraient. Mais il y a quand même qu'une partie de son portefeuille a été arrachée, remis à le Ouadagni, et ce n'est pas certainement ce qu'il applaudirait chaque matin. Et ce n'est pas non plus une raison pour que la désignation de Romuald Ouadagni lui pose un véritable problème. Parce que, je vous ai dit, tout le monde veut gagner. Et quand tout le monde veut gagner, quels que soient les sentiments qu'on a envers celui qui est choisi comme capitaine de l'équipe, à partir du moment où c'est lui qui est le bon joueur, qui peut rester numéro 10 pour que l'équipe gagne, tout le monde oui, mais si c'est lui qu'on désigne et qu'il n'assure pas forcément qu'à l'avenir, on peut avoir une place au sein de l'équipe parmi les 11 sur le terrain, il faut s'inquiéter, un bon acteur politique. Il faut déjà être qualifié pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations avant de faire le combat de qui va jouer, qui ne va pas jouer. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il fallait déjà, à une grande majorité, on s'accorde sur cette candidature-là. Parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de raisons de trouver à y redire sur cette candidature. Ah oui? Il n'y a pas beaucoup de raisons. Si le président Ablaye Chane dit « je ne suis pas d'accord », qu'est-ce qu'il ferait? Il se proposerait lui? Non, il ne se proposerait pas. Il a beaucoup d'autres personnes dans les rangs, dans son parti politique, qui ont beaucoup de valeurs. Qui ont beaucoup de valeurs. Oui. Mais je vous ai dit tout à l'heure que, de mon point de vue, ce qui a le plus, sans aucun doute, pesé dans la balance par rapport à Romuald Ouadagni, c'est qu'il est opérationnel. Il est opérationnel depuis bientôt 10 ans et que c'est un avantage certain. C'est vrai qu'à part lui, il y a eu, comme je l'ai rappelé, le président de l'Union progressiste, le Renouveau. On peut comprendre un peu qu'il veuille quelque part, en tout cas, émettre dans l'opinion que cette candidature émane de ce parti-là. Mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier que pendant pratiquement une bonne année, il a laborieusement travaillé sur le terrain politique pour donner l'impression que c'est lui qui sera désigné. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Joseph Dogbenou était à l'œuvre, j'allais dire, depuis avant l'élection de Patrice Talon. Et que de tout temps, il n'a jamais démérité véritablement. Bon, mais Joseph Dogbenou a aussi, sans aucun doute, après analyse, considéré que Romuald Ouadagni faisait l'affaire un peu plus que lui pour l'instant. Et moi, je considère que cela ne lui ferme pas du tout la porte, définitivement, de la Marina. Parce que, oui. Ah oui, parce que dans 10 ans, Joseph Dogbenou sera toujours éligible. Bon, on verra, j'ai plus trop de précision sur son âge, mais ça fait partie quand même des critères essentiels pour se faire élire à la magistrature suprême au Bénin. Mais au-delà de ça, on ne va pas croire que pendant 10 ans, la configuration géopolitique nationale va rester intacte et qu'il viendrait prendre le pouvoir de la main de Romuald Ouadagni. Certainement qu'il y aura l'émergence d'autres jeunes pousses politiques oui, ça, qui vont... Sûr. Mais c'est que l'homme a une certaine valeur, Joseph Dogbenou a une certaine valeur et est pour l'instant à la tête du plus grand parti politique. Il lui est permis de penser que l'avenir lui appartient. Est-ce que ce n'est pas celui qu'on a le plus remercié en monnaie de singe dans toutes les possibilités de candidature qu'on avait? Je rappelle qu'il a suffisamment bataillé pour l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, et même quand Patrice Talon avait quelques démêlés avec son ancien ami Boni Yahi, on l'avait vu à la manœuvre, puis après 1 an et demi au Parlement, rapidement passé par le ministère de la Justice, il n'a même pas eu le temps de respirer un coup, il est passé à la Cour constitutionnelle. On a bien l'impression qu'il n'a pas eu vraiment sa place au sein de la rupture pendant tout ce temps, et qu'en réalité, la destination finale aurait été la magistrature suprême. Oui, il est aisé de penser ça.
Mais on peut dire aussi que peut-être les critères, je crois même que certainement, les critères qui ont joué n'étaient pas les critères d'amitié, de reconnaissance, de fraternité et autres. Et Patrice Talon a été ingrat parce que au centre, il y avait la République et que pour que la candidature du successeur soit profitable à la République, il fallait qu'il y ait un certain nombre de critères. Et je pense que Romuald Wardani remplissait mieux ces critères-là que Joseph Dogbenou, qui est président respectable du plus grand parti politique, c'est vrai, mais qui n'a pas eu la chance, comme Romuald Wardani, d'être opérationnel au cœur du pouvoir et de gérer. Oui, mais lui aura eu quand même le volet politique, il aura eu quand même le mérite d'avoir touché un peu à tout, etc. Je ne lui dénie aucun mérite. Je pense qu'on aurait pu, sur le terrain on aurait politique. pu désigner Joseph Dogbenou. Je pense qu'on aurait pu le désigner, mais on ne peut pas désigner tout le monde non plus. Il faut bien, à un moment, opérer un choix. Passons à la troisième personne que j'annonçais. Pardon. Il s'agit du président de l'Assemblée de l'Association nationale des communes du Bénin, qui quand même, pendant un bon moment aussi, a écumé le territoire national avec les descentes régulières au tréfonds même du Bénin. On le crédite aussi d'avoir de beaux contacts à l'étranger, au nom d'ailleurs de cette association qu'il dirige, mettons, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. C'était quand même aussi un profil intéressant. Absolument. Et je pense que c'est pour ça que lui-même s'est fondé d'un petit communiqué pour dire qu'il marquait son accord par rapport au fait que, bon... Est-ce qu'il était obligé, dès lors que le président de son parti... Il n'était pas obligé, oui, mais ne pas le faire pourrait donner la possibilité à certaines personnes de supputer pour dire, parce qu'il n'a rien dit, peut-être qu'il n'est pas content. Et c'est pas parce qu'il a dit quelque chose qu'on pense qu'il est content. Non, mais au moins, à ce moment-là, on ne peut pas lui faire le procès de ne pas avoir adoubé la candidature de Romuald Wardani. Aujourd'hui, tout le monde se dit, oui, il est en phase avec, et puis ben, tout va bien. Alors, dès qu'on l'a désigné, le lendemain, le vénard entre griffes a couru sur, mettons, les installations nationales du parti Bloc républicain. Vous avez compris quelque chose à ça? Il fallait le faire parce qu'il a été, on va dire, choisi véritablement par les deux grands partis. Oui, mais si c'est le grand parti, il faut commencer par André l'aîné. Parce que le PA a beaucoup de députés, beaucoup de maires, de lui conseillers, etc. Et beaucoup de ministres au gouvernement, je pense. Donc, commencer d'abord par le grand. Commencer par le grand, mais il avait déjà des familiarités avec le parti UPR. Et je vous ai dit qu'il avait appartenu même au bureau avant de démissionner pour se retrouver à équidistance des deux partis. Et si l'on devait considérer qu'il appartenait encore à un parti aujourd'hui, c'est l'UPR en réalité qui est un peu plus proche de lui en tout cas. Plus proche de lui. Or, au sein du BR, nous savons tous qu'il y avait aussi des personnes de valeur qui pouvaient prétendre à être candidats à la magistrature suprême. Donc, il fallait déjà commencer par aller vers ceux qui étaient un peu moins familiers au départ et les rassurer de ce que c'est la même barque et qu'il ne les prend pas, il ne les donne pas moins de valeur que les premiers avec qui il avait été au départ. Donc, cette façon de faire montre bien que Romuald Wardani veut composer avec à la fois le BR et l'UPR, parce qu'il aurait pu commencer par l'UPR, que certains au BR se seraient dit oui, mais bon. Oui, mais il faut toujours commencer par ses frères, ses proches, avant de saluer le voisin. Mais lorsque vous commencez par les voisins, ils se sentent plus honorés, ils se sentent plus proches de vous et ils se sentent plus concernés par votre candidature. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire et je pense que c'est la lecture aussi que les gens du BR ont pu faire sans que ça frustre qui que ce soit à l'UPR. Donc oui. En tout cas, pas officiellement. Pas officiellement, mais la démarche m'a paru assez bonne politiquement et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut commencer par se dire que politiquement il n'est pas si dénué de compétences non plus. Il sait lire les choses et poser les pas qu'il faut pour rassembler. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'au-delà des deux partis, avec sa visite à Moël Bénin et à d'autres partis, il finira par aller peut-être au-delà des limites de la mouvance présidentielle pour aller au-delà. Qu'est-ce qu'il va chercher avec les autres formations politiques qui n'ont même pas été consultées à ce qui s'est dit? Il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit.
Et en politique, il faut toujours parler. Et même quand ce que vous dites n'est pas accepté, celui que vous appelez vient toujours pour vous entendre d'abord. Et on ne court aucun risque à parler avec quelqu'un qu'on peut convaincre éventuellement de quelque chose. Donc je pense que dans la démarche normale, il ne faudrait pas que Romuald Wardani se limite seulement à ceux avec qui il a déjà des acquaintances dans la mouvance présidentielle et qui sont normalement acquis à sa cause. Il faut qu'il ratisse large et aille au-delà des limites de la mouvance présidentielle vers les personnes qui ne sont pas concernées par sa candidature. J'ai beaucoup de difficultés à intégrer que, bon, c'est parce que c'est le meilleur que tout le monde a fait profil bas. On connaît un peu la classe politique très bouillonnante, on connaît la classe politique très difficile en tout cas à gérer, et la désignation du successeur, en tout cas par le passé, depuis 1990, a toujours accouché de dissensions et d'écartèlements au sein de la mouvance. Qu'est-ce qui peut expliquer que depuis l'euro jusque, mettons, à la base, qu'on se mobilise aussi spontanément? Parce que le marchandage politique ne paye plus. Qui va acheter quoi? En fait, c'est ça la question. Le marchandage politique ne paye plus. Ou bien la peur de représailles, parce que jusque-là, Quelle personne peur? n'a osé, depuis lors, dire « je veux être candidat officiellement ». On a juste vu des actions que nous avons interprétées à nos risques et périls. Est-ce que ça explique aussi que, par exemple, au niveau de l'opposition, on n'ait pas pu désigner jusqu'à présent un Ah non, candidat? on viendra voir le galet tout à l'heure. Parlons de la mouvance. C'est pour vous dire, moi je pense qu'au sein de la mouvance, il y avait, nous avons cité tout à l'heure des personnes qui avaient des velléités. Mais il y avait une certaine discipline qu'il fallait observer. Parce que le chef lui-même avait dit, nous ne faisons rien avant que nous soyons à 6 mois des élections. D'accord? Mais ça, c'est une discipline qui a été respectée. Mais à l'intérieur de cette période-là où on ne faisait rien de visible, il y avait des négociations de coulisses. C'est pour ça que nous avons pu avoir cette candidature sans aucun problème, ça nous paraît, nous autres, un peu forcés, imposés. Mais en réalité, ça donne plutôt le sentiment qu'il y a des négociations qui étaient en cours depuis longtemps et qui ont abouti à ce résultat-là. Donc, si quelqu'un a envie d'être candidat, la personne peut le dire, mais le dire ne signifie pas non plus que vous êtes assuré de gagner quoi que ce soit. Il faut d'abord que par votre position, vous soyez assuré que si vous décidez que vous voulez entrer dans l'arène par vos propres moyens, vous puissiez gagner quoi que ce soit. Je ne pense pas que qui que ce soit au sein de la mouvance présidentielle puisse, de façon autonome, se lever pour dire, par les relations que j'ai, par ma capacité, par mes moyens, je peux être candidat. Je ne pense pas. Et je pense que c'est le corollaire direct de la réforme du système partisan qui ne permet plus aux chefs de parti aujourd'hui d'aller en roue libre vers des négociations individuelles qui aboutissent souvent aux échauffourées dont vous parlez. Alors, on a en tout cas espéré ou attendu que la désignation vienne à hauteur de mi-octobre, puisque justement la loi fixe, je dois dire, le cap pour le dépôt des dossiers à cette date, à cette période-là précisément. La mouvance y est allée un peu plus tôt, vous avez compris pourquoi? Ils ne sont pas allés plus tôt. Ah oui? Ah oui, mais octobre est dans, on est encore à quelques bons mois. Vous attendiez quoi? Quelques bons mois. Oui, mais on connaît les acteurs politiques toujours à faire les choses à la dernière minute. Non, il faut se donner quand même le temps de faire un certain nombre de choses. Par exemple, il y a le retrait des fiches de parrainage. Et si un candidat n'est pas désigné et que vous retirez les fiches de parrainage, à quoi ça va servir? Vous voyez, donc il fallait que cette désignation se fasse au moment où elle a été faite. Elle n'est pas en avance du tout. Et je pense que c'est ceux qui, même l'opposition qui n'a pas encore désigné, n'est pas en retard. Et donc, oui, si on avait attendu peut-être 2 semaines de l'échéance avant de désigner le candidat, ça n'aurait pas donné la possibilité d'observer à quel point une grande partie du peuple, en tout cas, ou l'ensemble de la mouvance présidentielle, adoube cette candidature sous nos yeux. Si c'était fait dans la précipitation, on n'aurait pas observé ça. Et la réaction de la population, les meetings, bon, on n'a pas de marche encore pour le moment, les meetings, les mobilisations, les chants et les danses, ça a commencé pour soutenir Romuald Wardani. Oui, ces choses-là, on les faisait 2 ans avant le terme de l'échéance électorale. Le président a ramené tout ça à 6 mois pour nous permettre de
travailler dans la sérénité pendant un certain temps avant de commencer par rentrer dans la fièvre électorale. Et aujourd'hui, cette fièvre électorale a commencé effectivement avec la désignation du candidat et je pense que ça ne s'arrêtera plus du tout. Est-ce qu'elle a vraiment pris, quand on voit un peu que c'est seulement au niveau de la mouvance que ça bouge? Ça n'a pas vraiment pris justement parce que l'opposition n'a pas encore désigné son candidat. Vous verrez que si demain l'opposition désigne son candidat, on entrera de plein pied dans une fièvre électorale qui va faire monter le mercure. Non pas que ça va attirer des problèmes, mais il y aura une véritable kermesse parce que vous verrez que les choses vont bouger véritablement. Et ce dont les Béninois se plaignaient depuis longtemps, à savoir que on s'approche de l'élection, il n'y a rien du tout, tout est mais il y a toujours rien. Lorsque l'opposition désignera son candidat, il y aura tout ce que vous pouvez imaginer et ça ne s'arrêtera pas. Ça limitera justement ce qu'on attend parce que, bon, hier, il y avait quand même une foire, quoi, une dizaine, une vingtaine, trentaine. Ça permettait d'avoir une panoplie de discours à décortiquer. Non, ce n'était pas une panoplie de discours à décortiquer. C'était une panoplie d'ambition personnelle qui donnait l'opportunité à beaucoup de personnes de pouvoir manger à plusieurs ateliers. Et aujourd'hui... Et qu'est-ce que ça fait que les Béninois mangent? C'est des Béninois, dans la poche des Béninois. Oui, mais c'est qu'en même temps, ça nous distrait et ça nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel. En mettant la politique comme moyen suprême de conduire le pays vers le développement, nous nous sommes retrouvés en difficulté depuis quelques années. Donc, il faut que nous continuions de faire de la politique, mais il ne faut pas que la politique prenne le pas sur tout ce que nous avons à faire et que pendant que nous avons une élection en vue, tout s'arrête complètement, les chantiers, les projets, les constructions en cours, tout s'arrête pour qu'on fasse les élections avant de recommencer par travailler. Ça, nous ne l'avons plus et c'est déjà quelque chose de gagné qui est important. Quel type de candidat fera-t-il, Romuald Ouadagni, à vos yeux? On l'a très peu vu, en tout cas, pour ce qui est de l'intervention publique. On l'a vu sur 2 ou 3 interventions à l'adresse des jeunes. Ça a soulevé beaucoup de tollés, de polémiques, notamment sur cette affaire donc, de cherté de l'Internet, etc., où il avait fixé un certain nombre de règles qui ont été difficilement à accepter au sein de l'opinion publique. C'est un homme qui parle très peu, c'est un homme qui bouge très peu, enfin qui bouge beaucoup, pardon. C'est un homme qui ne discute pas beaucoup avec les gens, en tout cas sur la place publique, on ne l'a pas beaucoup vu. Quel type de candidat fera-t-il? Il fera un bon candidat. Hein, vous pensez? Pour la simple raison que, avant qu'il soit désigné, on ne l'avait jamais vu aller au siège d'un parti. Ça ne suffit pas. Hein? Bon, aujourd'hui, il a commencé un certain nombre de démarches. Tout en sachant que déjà tout le monde a accepté sa candidature, il passe quand même de maison en maison pour dire, bon, voilà, je suis venu vous saluer, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Donc, il sera certainement un bon candidat parce qu'en ratissant, enfin, en parlant avec tout le monde, il ne finira pas trouver le moyen de prendre quelque chose chez chacun et de contenter la plus grande partie de ses soutiens. Et c'est en ça qu'il fera un bon candidat. Bon, je ne dis pas qu'il fera un bon président parce que ça, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où sa candidature est adoubée par tout le monde et qu'il a compris qu'il faut qu'il sorte parce qu'il n'a pas perdu de temps du tout pour commencer par sortir. Il a compris qu'il faut qu'il commence par sortir tout de suite pour aller vers les gens. Et je pense que tout en continuant d'exercer sa fonction pour le bonheur du pays, parce que nous sommes en train d'aller vers la période budgétaire, et ça demande encore une certaine concentration pendant un temps. Je pense que de plus en plus, lorsqu'il va se libérer, il fera le tour du pays. Et à ce moment-là, vous verrez bien que les Béninois n'ont pas véritablement une dent contre le successeur de Patrice Talon. Ils ne reportent pas automatiquement leur grief contre Patrice Talon sur son successeur. Et c'est la preuve que, quelque part, il a un peu les coudées franches. Vous verrez bien que le président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, qui fustigeait la gouvernance politique du régime de Patrice Talon, n'a pas hésité une seconde à détacher Romuald Ouadagni. Nous sommes en face d'un acteur politique qui a commencé à flirter avec la politique depuis quoi? Je ne suis même pas né, hein, la révolution, etc. Si ces personnes... Ce n'est pas lui, on apprendra justement à faire de la politique par rapport au choix politique. En supposant même que c'est de la politique, il avait le droit, en faisant de la politique, il y a quelques mois,
de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui allaient de travers dans le pays. Donc, il pouvait, à partir de ce moment-là, dire, parce que ce n'était pas bon, le successeur de Talon fera pareil, donc je refuse. Oui, mais puisque c'est lui le cerveau des réformes, comme vous l'aviez dit, et que la plupart des réformes, en tout cas, en dehors de celles politiques, ont été inspirées, vous l'aviez dit tout à l'heure, par le ministre des Finances. Et que les Béninois, même s'ils font semblant de ne pas comprendre, comprennent parfaitement que le pays n'est plus dans l'état où il était hier. Il s'est redressé, même si nous souffrons un peu financièrement par rapport à ce que nous gagnons aujourd'hui. Les déperditions d'argent qui nous profitaient hier ne sont plus une réalité parce que c'était de l'argent que nous ne méritions pas. Et les Béninois ne s'y trompent pas du tout, ils le savent. C'est pour ça que quelqu'un comme Nicéphore Soglo, qui, de sa position hier, disait qu'il avait beaucoup de griefs contre la gouvernance de Patrice Talon, dit « Ah non, si c'est celui-là que vous choisissez comme son successeur, je suis preneur. » Vous voyez, il y a une distinction qu'on fait très nettement entre la gouvernance politique du régime de Patrice Talon et la gouvernance économique et financière du pays qui fait l'admiration de tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut faire autrement quand on a collaboré avec quelqu'un pendant 10 ans, qu'on a été même son inspiration sur ce plan pendant 10 ans, comment est-ce qu'on peut être autonome, se détacher après et ne pas être coopté, enfin, absorbé justement par l'aura, la prégnance de celui dont on a été le ministre d'État? Lorsqu'on a inspiré les réformes et qu'on les a conduites de main de maître sans être taillable et corvéable au poste qu'on a occupé, on peut continuer de ne pas être taillable et corvéable dans le futur. Parce que à ce poste-là, par rapport à toutes ces réformes, je ne pense pas qu'il ait reçu une dictée chaque matin de ce qu'il fallait faire. Ce sont des réformes techniquement soutenues et qui ont produit des résultats. Donc, ça veut dire qu'il maîtrise son affaire et qu'il n'a pas eu à recevoir des instructions pour faire autre chose que ce qu'il aurait bien voulu faire. Donc, il assume totalement ses réformes et je pense qu'il assumera également dans le futur parce que son profil ne correspond pas véritablement au profil d'un homme taillable et corvéable à merci. Il n'y a pas eu que des réactions au sein de la mouvance. Hein. Dans l'opposition, enfin, on a beaucoup de partis de l'opposition, hein, mais le seul qui a bien pu réagir par rapport justement à cette désignation, c'est l'opposition à Boni Yahi, avec le parti les démocrates. Et ce qu'ils ont reproché tout de suite, enfin, ce qu'ils ont demandé ou exigé tout de suite, c'est qu'il démissionne. Parce que justement, étant patron de l'administration économique et financière, donc chef ou patron de celui en charge, mettons, des impôts, qui signe des papiers qui constituent des éléments à entrer dans la composition des dossiers de candidature, ça pourra biaiser un peu, je dois dire, la donne. Non, déjà, ici, pas les quitus fiscaux. C'est son directeur général des impôts qui signe. Et même qui dépend de lui directement. Et même s'il démissionne, rien ne nous dit que le directeur général des impôts ne continuera pas à rester dans la ligne que lui, il aurait tracée. Donc, c'est pas sa présence pour déterminer notre ligne. C'est pas sa présence qui changerait grand-chose par rapport à ça. Du reste, la direction générale des impôts avait vu venir sans aucun doute la situation et a aujourd'hui imaginé un système pour prendre son quitus fiscal en ligne. Ça existait depuis. Sans que l'on soit obligé d'aller faire salamalek à qui que ce soit. Vous êtes en règle et puis vous avez votre quitus fiscal. Donc, je pense que de ce côté-là, on ne peut pas trop lui faire grief, même si nous savons entre nous que nous avons toujours eu la crainte de voir l'autre en poste lorsque nous sommes en concurrence, parce que nous ne nous faisons pas confiance. Et cela ça ne constitue pas aujourd'hui un point de gêne par rapport à Romuald Wardani, parce qu'il n'est pas à une fonction comme le ministère de l'Intérieur ou à un autre poste où il pourrait agir directement sur les élections. Il est, comme on dit, le patron de celui qui délivre les quitus. Et je pense que sa présence ou son absence ne détermineront jamais ce que fera le directeur des impôts, qui, du reste, est resté, à mon sens, assez professionnel en trouvant le moyen
de permettre à tout le monde de faire son quitus en ligne. S'il y a eu des griefs par le passé, ces griefs ne sont pas imputables à Ouadagni. En fait, c'est ça. S'il y a eu des problèmes par rapport aux personnes qui n'ont pas pu avoir quitus ou qui ont fait on va dire, des récriminations au lendemain des élections en disant qu'on les a bloqués, ce n'est pas le fait de Ouadagni. Donc, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là ne pose pas un problème par rapport au quitus fiscal. Mais il est de bonne guerre pour une opposition de souligner ce genre de choses pour montrer qu'ils sont vigilants. Et pourquoi il ne démissionne pas? Il ne peut pas démissionner pour la simple raison que nous approchons de la fin de l'année et que hier seulement, en Conseil des ministres, le budget de l'État a été envoyé à l'Assemblée nationale et que celui qui a suivi la confection de ce budget jusqu'au niveau où c'est arrivé est la personne la mieux qualifiée pour la défendre et pour conduire le processus à terme pour l'intérêt national qui est au-dessus de nos petits intérêts partisans. Et qu'est-ce qui fait que l'opposition attend de désigner son candidat? Vous aviez entendu quelque chose? Non, ils n'ont pas donné de raison et je pense que tout le monde est un tout petit peu surpris de constater que si la mouvance avait fixé un terme pour désigner le sien, eux, ils avaient la latitude déjà de désigner leur candidat, peut-être un an ou 2 ans avant. De le voir écrasé par peut-être une machine de représailles. Qui l'écraserait? C'est une compétition politique. Et toutes les armes, surtout sous les tropiques, sont sollicitées justement, surtout quand il s'agit d'un candidat de l'opposition. Et vous considérez peut-être que si ce candidat est désigné le plus tard possible, il ne sera pas... Ça limite les marges de manœuvre, en tout cas, du point de vue temporel, pour agir sur qui il est. Je ne sais pas. Il y a quantité de personnes au sein de cette opposition qui sont capables de candidater et même d'être de redoutables candidats. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle l'opposition décide pour l'instant de faire des conciliations. Peut-être les conciliations, le consensus aussi. Peut-être pour faire aussi, comme la mouvance présidentielle, trouver le moyen de s'entendre déjà dans les coulisses avant de venir sur la place publique pour faire une réunion qui désigne le candidat. Et on agite beaucoup de noms là-bas. Un certain Nouroudine Sakasalé, pour ne pas le nommer, un certain... Pourquoi son nom m'échappe? Il y a Eric Roudeté, merci beaucoup. C'était Biossaoué aussi qui est à la BOAD, etc. Et l'honorable Nouréni Achadé. Aussi. Bref, il y a des hommes. C'était un agité même du Et puis, ils ont, les opposants aussi, la possibilité d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas forcément membre du parti. Moi, je ne vois personne. Je dis qu'ils ont cette possibilité. Rien ne les empêche d'user de cette possibilité qu'ils ont d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas forcément membre du parti, mais qui sera adoubé par leur parti. Bon, tout ça fait partie sans aucun doute des discussions qui sont en cours en ce moment, et il n'est pas exclu que certains noms soient sur la table, qu'ils soient des personnes qui ne sont pas forcément membres du parti. Bon, même s'il y a un petit risque qui est lié un peu à ce genre de choix, parce que, bon, ceux qui sont à l'intérieur se disent toujours, on considère qu'on n'a pas de valeur, sinon on ne serait pas aller chercher quelqu'un de dehors. Bon, mais tout le monde a envie de gagner. Et par conséquent, on peut même aller chercher quelqu'un de dehors si les opposants en leur sein se disent qu'ils veulent tous gagner et que c'est ce schéma-là qui leur permet tous de gagner, ils vont se rallier. On a vu quelques-uns se fâcher. Vous pensez que c'est à l'origine justement de ce sujet-là? On a vu, je crois, le président du MPL prendre son sac et son calepin et partir. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais comme il n'était pas membre du plus grand parti d'opposition et que c'était juste un cadre de concertation et que, comme je vous l'avais dit sur une émission il y a quelque temps, chacun a son avenir dans son sac en bandoulière et ne se lie pas forcément avec les autres parce qu'à un moment, ils ont eu à parler ensemble. Si le président du MPR regarde à gauche et à droite et estime que son intérêt n'est plus tout à fait là où il se trouvait hier, ben, il lui est loisir de claquer la porte et de partir. De toute façon, personne ne refuse de gagner. Et si le président du MPL était certain d'être dans le camp qui l'arrange lui, il ne le quitterait pas. Donc, il est parti parce qu'il ne trouve pas son compte là-bas et qu'il va chercher son compte ailleurs. Bon vent à lui, hein. Adessé Carlos, merci. C'est ma merci.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. À jeudi prochain.